ce panel, donc, il est un petit peu particulier puisqu'il n'y a pas d'intervention formelle comme pour les autres panels. Il y aura quelques interventions, mais plus courtes, incitant au dialogue entre tous. La deuxième particularité, c'est que ce panel dans la langue que vous souhaitez, dès lors que vous parlez en français ou en anglais, c'est tout à fait possible d'intervenir en anglais ou en français, puisqu'il y a une traduction du français vers l'anglais, non pas l'inverse. Alors c'est un panel donc spécifique parce qu'il s'agit d'un moment de dialogue pour essayer d'alimenter une réflexion. Et donc moi, je vais me contenter un petit peu pour introduire, de poser quelques questions. Mais avant ça, je voudrais remercier Jacob Vogel d'avoir accepté d'être co-animateur de ce panel. Donc Jacob, qui est directeur d'un blog, qui est donc un autre UMIFRE, un autre Institut français de recherche à l'étranger, que le CEFRES, mais avec lequel nous avons de très très réguliers échanges et coopérations. Et je suis très heureux de voir que parmi les intervenants, il y a aussi deux autres directeurs du MIFRE, qui est à Bishkek et qui se présentera tout à l'heure et qui dirige de la région Asie centrale, et puis Adrien Delmas, qui est directeur du centre Jacques à Rabat, et avec lesquels nous avons aussi eu plusieurs échanges autour de la question des libertés académiques. Alors, les objectifs de ce panel, je dirais qu'il y a trois objectifs principaux. Le premier, c'est donc d'échanger entre académiques et non académiques. D'une part, pas seulement entre collègues chercheurs. Je salue la présence parmi nous de Pierre Buller, qui est que je remercie vraiment. Alors, il se trouve que Pierre Buller moi, je me souviens quand je travaillais sur la Pologne, j'avais lu son livre Histoire de la Pologne communiste. Je crois que c'était Radioscopie d'une imposture, il me semble, ce titre, qui m'avait aidé justement à comprendre ce qu'avait été l'histoire politique de ce pays, qui a apporté des éléments de compréhension, justement, mais qui a eu une carrière diplomatique lourde, en passant notamment par l'ambassade à Varsovie, mais aussi à la direction de l'Institut français, mais qui interviendra ce soir, non pas comme représentant du ministère des Affaires étrangères, mais comme consultant permanent près du CAPS, qui est le centre d'analyse, de prévision et de stratégie du Quai d'Orsay. Et donc, je le remercie à nouveau d'être là. Donc, un dialogue entre académiques et non académiques. Je pourrais aussi mentionner la présence d'Anaïs Marin, qui est chercheuse, mais qui a aussi une autre casquette en tant que rapporteur spécial sur les droits de l'homme en Biélorussie auprès des Nations Unies. Donc, merci beaucoup, Anaïs, aussi d'être avec nous. Et je crois savoir que tu es à Stockholm, entre 2 ou 3 avions. Merci d'être là. Deuxième objectif, c'est de faire un peu la voiture balai de fin de colloque, puisqu'il y a certainement des dimensions qu'on n'a pas abordées depuis hier, qui vont peut-être arriver dans la discussion. Et puis, troisièmement, pour réfléchir ensemble aux éventuelles actions à mener maintenant et dans le futur pour défendre à la fois les chercheurs et les libertés académiques, mais aussi pour promouvoir cette liberté, pour promouvoir ce droit en dehors du monde académique. Alors, si on fait un premier bilan très, très rapide de ce qui a été dit depuis hier, je dirais que 3 ou 4 remarques très, très courtes. On a d'abord pu observer une très, très forte hétérogénéité des situations et même reconstituer une forme de hiérarchie symbolique, une gradation une gradation dramatique de situations plus ou moins soft, plus ou moins légères, vers des situations extrêmement difficiles pour les personnes. C'est dire à quel point les atteintes aux libertés académiques sont très, très diverses. Elles peuvent être directes, visibles, politiques, comme on l'a vu en Pologne ou en Hongrie, par exemple, et indirectes, plus latentes. Elles prennent parfois la forme de ces douceurs insidieuses à travers des réformes néolibérales qui nous promettent quand même des lendemains qui chantent. Moi, je suis, par exemple, d'une université qui a été présentée tout à l'heure comme la première université française dans les classements internationaux, Paris-Dauphine, qui est maintenant devenue PSL par la jonction d'autres universités, et qui, lorsqu'on y travaille, justement, nous fait croire, nous fait penser qu'au fond, on va pouvoir réaliser de belles choses, en fait, dans le cadre de ce type de contexte. Mais en fait, ça crée
ça crée des inégalités dont il a été fait déjà référence. Donc, il y a des atteintes directes, des atteintes indirectes. Ces atteintes concernent parfois des individus en particulier, on pensait tout à l'heure à Fariba Adelra, parfois portent atteinte à des communautés, à la communauté des chercheurs, par exemple au sens social et humain, ou bien parfois des disciplines. L'exemple de la Pologne est de ce point de vue assez éclairant, hein, puisque ce sont surtout les historiens en fait, qui sont cités en tant que communauté épistémique, si je puis dire. Ce sont parfois des institutions comme les universités ou les laboratoires, voire les académies des sciences comme en Hongrie qui sont concernées. Et puis, Dilnur Reya nous a montré hier qu'il s'agit parfois de tout un groupe culturel ou ethnique, une nation en tant que telle qui peut être l'objet justement d'atteintes variées. Ce sont parfois les statuts des chercheurs qui sont concernés, parfois ce sont les curriculums, les programmes de cours, parfois ce sont les modes d'organisation. Ces atteintes peuvent être permanentes, ou bien éruptives, provisoires, dans un contexte politique particulier. Elles peuvent être spécifiques, c'est-à-dire ciblées sur les communautés universitaires, ou parfois elles font partie d'un dispositif d'ensemble d'atteinte généralisée, totale, aux droits humains, qui peuvent jusque dans leur extrémité prendre la forme de génocide. Au point même, et ça a été rappelé hier par Dilnur, sur un mode extrêmement, disons, émotionnel, d'une certaine manière, au point de faire disparaître l'enjeu propre des libertés académiques, puisqu'il est noyé dans des enjeux bien plus importants, d'une certaine manière, qui concernent la survie individuelle et la survie du groupe. Et puis enfin, d'un dernier élément, il me semble, ces attaques peuvent être, et sont la plupart du temps d'ailleurs, externes. Elles viennent d'ailleurs, elles prennent la forme d'injonctions économiques, elles prennent la forme de pression politique, mais peuvent être aussi internes. Et les collègues tchèques ont plutôt dans la journée évoqué ces cas de prédation ou de mésusage en fait, des statuts de chercheurs dans le contexte de la compétition entre chercheurs, et puis aussi parce que pour certains chercheurs, c'est une façon d'accroître leurs ressources financières. Deuxième remarque beaucoup plus courte, on a pu observer aussi on a pu montrer au fond que tableau était bien plus complexe que ce qu'on peut penser initialement lorsqu'on distingue de manière un peu stricte des atteintes de type politique, à l'autoritarisme par exemple, et de l'autre des pressions économiques. Dans certains cas, elles s'articulent et ça a été, il me semble, bien montré dans le cas hongrois. Le tournant autoritaire peut aussi se servir de l'injonction néolibérale pour arriver à ses fins. Donc il y a une combinaison parfois perverse de phénomènes qu'on présente souvent comme distincts. Et puis, troisième remarque, les conséquences sont évidemment diversement dramatiques en fonction des situations. Plusieurs termes sont apparus, celui de paupérisation, de dégradation, de relégation, d'emprisonnement dans certains cas. Je pense ici au cas des étudiants biélorusses notamment, mais aussi d'exil qui a été concerné plusieurs interventions et parfois la mort. Et on ne parle ici que des atteintes, entre guillemets, objectives, aux conséquences objectives. Il y a toute la dimension aussi psychique, psychologique, en fait, de situations dramatiques individuelles qui n'ont pas été véritablement évoquées, mais qui pourraient faire l'objet d'un colloque en soi. Alors, malgré cette diversité de cas, il me semble que l'ensemble des chercheurs partagent le même idéal, hein, qui est celui tout de même de défendre les libertés académiques et de les faire respecter. Et donc l'enjeu qui est le nôtre, et c'est la raison de cette table ronde, c'est de constituer les libertés académiques en enjeu public, que ce soit pour les défendre au sein même de nos sociétés, je pense ici par exemple aux démocraties, pour les protéger, les rendre plus respectées, mais aussi pour défendre les libertés académiques et les chercheurs dans les pays, dans d'autres pays où elles sont particulièrement l'objet de remise en cause. Donc c'est le sens du programme PAUSE, c'est le sens de beaucoup de mobilisations. Je pense notamment évidemment à celle qu'a rappelé et présentée Béatrice Hibou à propos de Fariba Adelra. Alors il y a plusieurs méthodes possibles qui sont plus ou moins
plus ou moins directes, plus ou moins impliquantes et plus ou moins efficaces. Là, pêle-mêle, depuis 2 jours, on a entendu parler, par exemple, de vote de mention, de motion, pardon, de soutien dans les universités, adoption de chartes, des déclarations institutionnelles. On a évoqué la création de comités d'éthique ou d'associations professionnelles. Notre collègue Habib Melak a évoqué aussi le rôle des syndicats, qui a étrangement en fait a été assez peu cité jusque-là. D'autres donc ont présenté des dispositifs d'accueil de chercheurs en exil, de chercheurs opprimés. On a évoqué donc des comités de soutien personnalisés. Peut aussi agir sous forme de dénonciation, d'arrêt de collaboration internationale, de suspension, confère ce que expliquait Béatrice Sibou, voire de boycott, puisqu'on a évoqué le BDS vis-à-vis d'Israël. Abimelech a évoqué, lui, le rêve d'une internationale de gens honnêtes, d'une certaine manière, qui pourraient éventuellement soutenir des libertés académiques. Bref, on voit qu'à la fois qu'il y a une multiplicité de possibilités. Il semble que même si tous ne se révèlent pas efficaces sur le long terme, nous ne sommes pas démunis, en tout cas pas aussi démunis qu'on le pense souvent. Alors que faire et comment? C'est un petit peu l'objectif de ce dialogue. Et plusieurs intervenants sont parmi nous. Et encore une fois, merci beaucoup. Je vais vous demander d'intervenir vraiment de manière aussi courte que possible, de manière à pouvoir initier une discussion. Et je passe la parole en premier à Pierre Buller. Merci Jérôme et merci de ce caveat liminaire sur voilà, mon statut. Alors, il se trouve que bénéficiaire, jouissant donc de ce statut de consultant, et j'ai commis au mois de juin une tribune dans Le Monde pour dénoncer les atteintes, enfin l'offensive chinoise sur les libertés académiques, qui a créé, qui a été sans doute pas sans lien avec la création un mois plus tard d'une mission d'information du Sénat sur les ingérences étatiques extra-européennes dans le milieu universitaire. Et donc, j'ai parlé aux sénateurs et vraiment, ils ont fait un très bon rapport qui est rendu public. Alors, effectivement, comme le temps est compté, vous avez bien exposé la diversité des atteintes aux libertés académiques, qui évidemment ne sont pas justiciables des mêmes réponses. Et moi, sur quoi je voudrais me concentrer ce soir, c'est sur les atteintes émanant d'États étrangers. On a eu un exemple avec Béatrice, mais vous verrez qu'il y en a d'autres. Donc, des États étrangers qui vont interférer dans les libertés académiques telles qu'elles sont pratiquées par les démocraties libérales. Et à vrai dire, ces États qui sont des régimes autoritaires ou carrément des dictatures sont peu nombreux, mais ils ont des moyens assez considérables. Alors peut-être avant de vous dire ce que je vois comme option pour agir, 2 remarques. La première, c'est qu'on se retrouve devant un paradoxe qui est celui de la dissymétrie fondamentale des situations. Alors d'un côté, vous avez, c'est le règne de la liberté d'accès, de la transparence, qui ouvre les portes de l'influence sur le terrain académique, qu'il s'agisse d'enseignement ou de recherche. Et de l'autre, on a les manœuvres, l'intimidation, l'opacité d'États qui disposent d'appareils souvent significatifs de contrôle politique. Alors, et l'ironie de la chose est que l'État de droit dans les démocraties libérales permet à ces régimes autoritaires de procéder à des harcèlements judiciaires dans ces États démocratiques pour museler des voix qu'ils estiment trop critiques. Et évidemment, on ne peut pas... je fais cette remarque pour souligner qu'il peut être question pour une démocratie libérale de développer une posture offensive de même nature en se plaçant sur le même terrain, en usant des mêmes armes et les mêmes méthodes qui sont vraiment aux antipodes de leurs valeurs. La deuxième remarque liminaire porte sur le constat que les atteintes aux libertés académiques, qui sont un des fondements de la liberté tout court, ces atteintes sont une menace sérieuse pour les démocraties libérales et il n'est pas acceptable
que l'intégrité de la recherche, de l'enseignement, soit mise en cause par une quelconque entité étatique étrangère. Et je dirais que là, il est de la responsabilité de l'État de les défendre. Et ce d'autant plus que ces menées ont également valeur de test de fermeté et que toute passivité, toute indifférence est au fond, l'expérience nous montre, est une invitation à les poursuivre et à les renforcer. Alors, en l'occurrence, on ne part pas de zéro. Hein, les signaux d'alarme actionnés par les communautés académiques, je comprends que, au fond, ce colloque a également cette fonction. Eh bien, différentes autorités, académiques ou politiques, se sont saisies de cette problématique et on a vu se multiplier des chartes, des déclarations, des directives, des guides de bonne pratique. Et je comprends que d'autres recommandations ont été faites depuis hier. Alors, ces recommandations ont le mérite d'exister, mais je crois quand même pouvoir dire que leur mise en œuvre laisse à désirer et que de ce que j'ai vu dans mes propres recherches, le niveau de vigilance des établissements d'enseignement supérieur est très insuffisant. Alors, pour répondre à la double question posée à notre panel, quel type de réponse? Bien, je dirais que toute réponse doit demeurer de nature purement défensive. C'est, comme je l'ai dit, aux États qu'il incombe d'intervenir. Et alors, intervenir comment? Je voudrais vous proposer très brièvement 7 pistes d'action. La première, c'est à l'échelle nationale, parce qu'il faut bien commencer quelque part, je dirais la mise en chantier d'une norme, une norme spécifique aux libertés académiques, une norme qui puisse préfigurer soit une norme européenne, soit une norme internationale de type ISO. Deuxième piste, que soit via cette norme, soit sur un mode, disons, plus directif, et le véhicule pourrait en être, si c'est à l'échelle de l'Union européenne, une directive européenne, eh bien, un régime de transparence obligatoire sur l'origine des financements des projets conduits par les établissements d'enseignement supérieur ou de recherche, qu'il s'agisse de leurs conférences, colloques, programmes de recherche, les chaires qui sont financés par quelqu'un, ou même les thèses, et que ça s'applique également aux think tanks, mais aussi aux dispositions contractuelles qui peuvent sous-tendre les partenariats, et notamment les partenariats avec les instituts Confucius. Ils ont quand même posé quelques problèmes ici et là. Troisième piste, une procédure de vérification. Alors, dans le monde des affaires, on appelle ça due diligence, je ne sais pas quel est le bon terme en français. Une procédure de vérification pourrait être non pas imposée, mais fortement recommandée par cette norme ISO, si on y arrive, recommandée donc aux établissements d'enseignement supérieur qui souhaitent nouer des partenariats avec des homologues des pays autoritaires. Par ailleurs, je pense qu'il est important, compte tenu du niveau d'interdépendance, enfin, d'imbrication réciproque qui est aujourd'hui atteint par la coopération scientifique avec la Chine, c'est quand même très considérable, et des perspectives de développement de cette coopération scientifique, je pense qu'un audit des relations des pays de l'Union européenne, disons, avec la Chine est indiqué approprié pour formuler des propositions sur ce qui pourrait être un équilibre optimal entre les bénéfices à en attendre et les risques qui sont associés, hein, parce qu'évidemment, il peut être question de couper ces liens qui sont établis depuis longtemps et qui sont parfois bénéficiaires aux deux parties. Cinquième piste, au-delà de l'Union européenne, je pense qu'il y a une enceinte qui est particulièrement indiquée pour évoquer et produire des normes qui préservant le principe de liberté, qui est donc le fond commun des démocraties libérales. Et cette enceinte, c'est l'OCDE, qui est un cadre compétent et légitime pour traiter de la liberté académique, de l'intégrité de la recherche, de l'abus des interdépendances et des moyens, évidemment, de protéger les unes et d'encadrer les autres. Et donc, ce constat plaiderait, à mes yeux, en faveur de la mise en chantier d'une convention sur la protection des libertés académiques, une convention qui pourrait avoir la même portée, la même ambition que la convention de 1997
sur la lutte contre la corruption, dont tout le monde reconnaît qu'elle a quand même changé le paradigme. Sixième piste, l'intégration des recommandations du Parlement européen de 2018, qui est une liste assez longue et qui sont des recommandations frappées vraiment au sceau du bon sens. L'intégration, alors, dans la panoplie de l'action extérieure de l'Union européenne et pour certaines de ces dispositions dans le droit positif sous forme de directives. Et septième et dernière piste à explorer, je dirais que ce combat est un combat à mener dans la durée et dans toutes les enceintes multilatérales, alors qu'il s'agisse d'enceintes affinitaires, comme on dit, comme le G7, les like-minded, voilà, en français c'est affinitaire, le G7, le Conseil de l'Europe, ou également le sommet pour la démocratie que l'administration Biden a convoqué dans 2 semaines, ou qu'elle ne soit pas affinitaire, ce qui est le cas du G20 et des institutions de la famille des Nations Unies, comme l'UNESCO évidemment au premier chef, mais aussi le Conseil des droits de l'homme ou l'Assemblée générale des Nations Unies. Je crains d'avoir déjà dépassé mon temps de parole et je m'arrête là. 7 points pour 7 minutes, c'est parfait. Je suis sûr que ça va susciter justement des retours des gens présents ici. Donc, merci beaucoup. Maintenant, donc, je propose à Adrien Delmas de prendre la parole. Un grand merci pour cette merveilleuse organisation et ce beau rendez-vous. C'est vrai qu'on est tous très concernés et très attentifs à ce que vous pouvez faire émerger dans ces réflexions. Alors, depuis Rabat, cette question, je vais essayer d'être assez bref également, peut-être un peu moins programmatique que M. Beuller, mais je commencerai donc à parler de ce qu'on voit depuis Rabat très rapidement, à savoir un constat qui est assez facile à faire, à savoir que c'est une question qui n'a pas trouvé dans l'espace public d'écho particulier. J'écoutais à l'instant M. Mella qui effectivement parlait de la Tunisie, mais on peut quand même parler de méconnaissance également au Maroc de ces questions-là, alors même, et c'est là un point important, que des intellectuels, on le sait, sont parfois visés, parfois même en détention, encore aujourd'hui, en tant qu'intellectuels. Donc, ce n'est pas parce qu'effectivement, il y a des atteintes que la question des libertés académiques est posée dans le débat public. C'est un premier constat. Alors, souvent, la question de la liberté d'expression, elle porte plus sur la question du journalistique, j'ai envie de dire, des médias, mais par contre, la question universitaire et académique n'est pas identifiée comme telle. D'où l'importance des initiatives comme la vôtre, bien sûr, l'importance de porter un peu cette question et puis de trouver les moyens de la porter. Mais aussi, j'ai envie de dire que l'exercice que vous faites permet, bien sûr, Jérôme, ta synthèse que tu as fait à l'instant, voilà, le montre, de compléter un peu la sémantique et le contenu qu'on met derrière le terme de liberté académique. Bon, c'est peut-être en tant qu'historien que je vais dire ça, mais ouvre quand même un autre chantier, j'ai envie de dire, qui est celui et qui nous permettrait de comprendre la situation actuelle, qui est le chantier peut-être de mieux comprendre plutôt l'histoire de cette notion et les atteintes qui ont pu être faites sur les libertés académiques par le passé. Alors bien sûr, quand on parle du Maroc, on a les années 70 en mémoire. On a les fermetures systématiques des départements des sciences humaines et des facultés sur tout le territoire. On a le cas, par exemple, de Paul Pascon, qui, pour continuer de travailler sur ces terrains d'anthropologie, devait se faire passer pour un agronome. Mais au-delà de ce cas particulier des années 70 au Maroc, on comprend mieux, en mettant du contenu dans cette notion-là de liberté académique, on comprend mieux, on a une histoire un peu plus matérielle, j'ai envie de dire, de nos trajectoires intellectuelles, de nos disciplines, etc. etc.
Et donc, ça invite aussi, je pense, à regarder dans le rétroviseur un peu, plus ou moins loin, hein, soit dans le XXe siècle, mais pourquoi pas plus loin. On a souvent mentionné le XVIIIe comme un exemple en France, hein, bien sûr, les Lumières. Je suis sûr que si on regardait un peu plus près ce qu'il en était de la liberté de pensée, de la liberté académique à l'époque, où on s'empressait de publier à Amsterdam plutôt qu'à Paris, on aurait quelques surprises. Mais du coup, ça invite vraiment voilà, la sémantique du terme invite, à mon avis, un chantier historiographique. La deuxième chose, je vais être un peu plus bref, c'est les archives. Faut-il faire de l'accès aux archives une des conditions des libertés académiques? La question est posée, elle invite une réponse simple, et la réponse est d'autant plus simple que l'on est au Maroc ou au Maghreb, oui. Et pourquoi on le sait d'autant mieux quand on est au Maghreb? C'est parce que tout simplement, on n'a pas accès. On n'a pas accès aux archives, donc là, on sait qu'on n'a pas la liberté d'exercer notre métier. Alors là, il faudrait rentrer dans le détail, bien sûr, mais moi, je parle de régime d'inaccessibilité. Hein, donc, bon, Béatrice Hibou parlait effectivement de réflexion sur l'accès au terrain, hein, tout aussi important, mais l'accès aux archives, étrangement et rarement étudié. Alors là, on est, en tout cas dans le cas du Maroc, les héritiers d'une situation, bien sûr, des pratiques archivistiques sous le protectorat, mais aussi du moment de l'indépendance, où la plupart des archives sont tout simplement parties du jour au lendemain ou presque. C'est vrai en Algérie, c'est vrai au Maroc, et on se retrouve dans une situation où tout simplement, il n'est pas possible d'écrire l'histoire du XXe siècle du Maghreb depuis le Maghreb. On avait la semaine dernière un colloque sur la guerre du Rif, c'est 1921-1926, une guerre éminemment documentée par les chancelleries espagnoles et françaises impliquées dans le conflit. Mais il est vrai qu'il est difficile, voire impossible, d'écrire l'histoire de ce conflit depuis le Maroc. Alors, le directeur des archives diplomatiques à la Courneuve était là et bien sûr plaidait le fait que les archives à la Courneuve sont accessibles, certes, mais pas à tous. Et j'en viens là à mon dernier point, qui est la question des mobilités. Alors, c'est aussi quelque chose qui nous habite en tant que directeur du MIFRE, bien sûr, on sait ce que ça signifie. Mais il est vrai, alors on le sait d'autant mieux que depuis quelques années, bon là on est encore en visio, depuis quelques mois on ne voyage plus ou presque plus, je le sais d'autant mieux, on me le rappelle d'autant mieux que le Maroc a à nouveau fermé hier, pas plus tard qu'hier, ses frontières avec la France. Donc on l'éprouve tous récemment, mais il ne faudrait pas non plus oublier qu'avant ça, on n'avait pas non plus tous, en tout cas pas toutes et tous, les mêmes libertés de circulation en tant que chercheurs. On a même des asymétries tout à fait gigantesques. Et c'est vrai que, alors je ne sais pas s'il faut inventer à chaque fois un concept, mais il y a ces frontières-là, il y a ces douanes académiques qu'on a, je crois, à peine commencé à démêler, j'ai envie de dire. Et cette liberté de circulation des chercheurs, au-delà des frontières, même si on n'est pas dans des cas effectivement de détention ou autre, pose largement problème. Et encore une fois, je peux confirmer que depuis le Maghreb, ne serait-ce que la question des visas, bien sûr, nous permet d'éprouver ces difficultés. Alors, je n'ai pas 7 points pour que faire, malheureusement. Je serais bien incapable, mais je crois, bon, ce n'est pas pour défendre nos institutions, mais à la fois sur ces 3 chantiers, sur une histoire matérielle, des travaux d'intellectuels, en fait, une histoire qui serait nourrie par le concept de liberté académique, et rétrospectivement regarder un petit peu ce qui s'est passé, sur la question d'une politique des collections scientifiques, je parle des archives, mais on peut parler des collections archéologiques ou autres, ou sur, bien sûr, la question des mobilités retrouvées ou des mobilités plus symétriques. On a là des outils, mais encore faut-il qu'ils soient soutenus, mais qui permettent de mener ces chantiers. Et finalement, la construction, me semble-t-il, d'un idéal. Bon, là, je reprends aussi ce que Habib
signifiait il y a quelques minutes, à savoir d'une communauté de recherche non nationale. Voilà, je vous remercie. Je retiens les deux concepts de régime d'inaccessibilité de douanes académiques qui ne sont pas que spécifiques, évidemment, au cas du Maroc et qui, justement, sont certainement exportables pour d'autres situations, peut-être même en Asie centrale. Donc, Adrien Fauve, donc, directeur de l'IFEAC, qui est l'UMIFRE, qui présente actuellement à Bichkek. Et tu vas peut-être rappeler d'ailleurs pourquoi l'IFEAC est maintenant à Bichkek. C'est déjà un premier aspect d'atteinte aux libertés académiques. C'est à toi, Adrien. Je trouve que le sujet abordé est vraiment fondamental. J'étais très sensible à ce que disait Adrien Delmas juste avant à propos des inégalités entre chercheurs et la question des circulations. Je l'aborderai rapidement. Et vraiment, les deux exposés précédents sont très stimulants dans différents domaines. Pour parler des libertés académiques centrales, donc il s'agit là de 5 pays. Je vais d'abord brièvement rappeler la situation générale. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vous donnerai quelques exemples de domaines sur lesquels il y a des débats académiques, ce qui signale qu'il y a quand même des marges de manœuvre. Alors, la première chose que je voudrais vous dire sur la situation générale en Asie centrale, c'est qu'il y a bien sûr des différences très importantes entre les pays. Il y a vraiment une sorte de continuum, de contraste très fort entre des pays où il y a des libertés académiques, même si parfois elles sont menacées, et d'autres où elles existent peu, et un pays où elles n'existent pas du tout. Donc je crois que c'est ça qu'il faut voir en Asie centrale, 5 pays d'ex-Union soviétique, et je vous propose de dessiner 3 groupes de pays. D'abord, d'un côté, les pays, disons, les plus libres, qui sont sur le plan académique le Kyrgyzstan et le Kazakhstan. Ensuite, un pays qui est dans une situation intermédiaire aujourd'hui avec des évolutions probables, l'Ouzbékistan. Et puis, 2 autres pays qu'on peut prendre ensemble, le Tadjikistan et le Turkménistan, ce dernier étant celui dans lequel vraiment le travail académique me semble quasi impossible. Il n'y a que nos collègues archéologues étrangers qui parviennent à y travailler sur des périodes vraiment très anciennes. Là, on parle de l'Antiquité, l'âge de bronze, etc. Donc, c'est un environnement très spécifique et je vais essayer d'illustrer brièvement les différences que je vous propose à l'analyse entre ces groupes de pays. Au Kyrgyzstan et au Kazakhstan, on est dans une situation où il faut aussi tenir compte d'une différence entre des établissements qui sont bien dotés et internationalisés, souvent avec des soutiens financiers étrangers, et d'autres qui dépendent essentiellement des ressources publiques, donc gouvernementales, et puis des académies des sciences. Donc là, il y a quand même une différence assez forte de ce point de vue au Kazakhstan et au Kyrgyzstan entre ces types d'établissements. En Ouzbékistan, la situation est en train de changer avec donc l'arrivée au pouvoir du 2e président après la chute de l'Union soviétique en 2016, Mirzoïev, après la mort du premier président. Là, il y a une ouverture sur différents plans, au plan économique notamment. Il y a des appétits très forts d'investisseurs globaux. Il y a une volonté de changement social. Il y a l'étau politique se dessert tout doucement. Voilà. Et dans cette perspective, par exemple, l'Ouzbékistan devait accueillir en 2020, donc malheureusement ça a été reporté à cause de la pandémie, le congrès d'une des principales associations de recherche sur l'Asie centrale. Donc ça, c'était un signe assez intéressant d'ouverture parce que ces 10 ou 15 dernières années, avant 2016, il y avait beaucoup des spécialistes, de nos collègues qui quittaient le pays, en fait, qui essayaient de s'établir ailleurs pour pouvoir continuer à travailler. Ensuite, parlons des pays où c'est vraiment le plus difficile, voire impossible, de faire notre métier. Au Tadjikistan, il y a quelques années, on entendait dire que les chercheuses et les chercheurs devaient demander une forme d'autorisation pour pouvoir quitter le pays et aller dans des conférences, que ce soit dans les pays voisins ou parfois dans des pays plus lointains. Et je rappellerai qu'il y a un chercheur du Tadjikistan qui est actuellement lauréat du programme PAUSE, donc il travaille au Collège de France à Paris. Et donc, évidemment, ça signale à quel point ce programme est important et quelle est la situation éventuellement sur place.
Alors, je parle surtout des sciences sociales, qui sont les domaines que je connais le mieux, bien sûr, et pas des autres disciplines, ni les sciences fondamentales, expérimentales, etc. On est bien d'accord. Et au Turkménistan, à ma connaissance, donc les libertés académiques sont inexistantes. Je ne sais pas si je pourrais y effectuer une mission. Là, je vous donne un exemple pour ce qui est de l'IFEAC. La directrice précédente, qui était en poste pendant 4 ans, elle n'a jamais pu y faire une mission. Et depuis une vingtaine d'années que je m'intéresse à l'Asie centrale, je n'ai croisé à l'étranger qu'une seule personne ayant effectué une thèse en Grande-Bretagne qui provenait de ce pays et qui pouvait publier des travaux en anglais et qui était extrêmement attentive à ce qu'elle disait, même lorsqu'on organisait des séminaires entre doctorants, entre nous à l'époque. Il y avait vraiment je faisais très attention. Donc, pour revenir sur ce point, ce que je peux dire, c'est que dans les pays que je connais le mieux, qui sont le Kazakhstan et le Kirghizstan, ce que j'ai remarqué, c'est lorsque les chercheuses et les chercheurs publiaient en anglais, ils n'avaient en général pas de problème. Voilà. Ça me paraît assez important à dire. Ils ne sont pas inquiétés. Et je trouve qu'il y a 3 indicateurs qu'on peut retenir, en tous les cas pour l'Asie centrale. Le premier, c'est de savoir dans quelle mesure, lorsque quelqu'un soutient une thèse, est-ce que cette personne est obligée de citer, par exemple en exergue des premières pages, les travaux, les pensées, les propos du président, l'actuel ou le précédent. Voilà, c'est un point assez intéressant. Deuxièmement, c'est de voir comment est-ce que les doyens, les présidents d'université sont nommés. Je peux vous dire qu'il y a très peu d'exemples où on voit que c'est le corps professoral qui vote pour choisir la personne qui va piloter l'établissement. Ce sont des nominations qui se décident en général au niveau de l'administration présidentielle, des conseils des ministres, etc. Et les gens qui sont présidents d'université, ils ont eu par ailleurs une carrière politico-administrative. Et donc, ce sont d'ailleurs assez rarement des universitaires de carrière, et même leur grade, le fait qu'ils aient des doctorats, souvent, ça soulève un certain nombre de questions. Il n'y a que dans les établissements très internationalisés, comme je vous le disais, où il y a parfois des conseils d'administration qui regroupent les différents financeurs, souvent les donateurs étrangers, où là, il y a une élection. Troisième indicateur, est-ce que les gens circulent beaucoup en dehors de leur pays ? Là, je trouve que depuis une dizaine d'années, on assiste vraiment à une présence croissante des chercheuses et des chercheurs d'Asie centrale dans les conférences internationales. Et il se trouve que Bishkek est une plateforme assez commode, compte tenu du contexte, une forme de liberté ou de possibilité de débattre. Et on a un certain nombre de collègues qui préfèrent venir à Bishkek, ils quittent leur pays, ils viennent des pays voisins pour discuter d'un certain nombre de sujets. Ici à Bishkek, où nous, on a la chance de pouvoir travailler à l'IFEAC. Et donc, comme le disait Jérôme Meurtaud tout à l'heure, je rappellerai que notre institut, qui a été créé en 1994 en Ouzbékistan, parce qu'il y avait beaucoup d'archéologues à l'époque qui travaillaient en Asie centrale, a été expulsé en 2009 d'Ouzbékistan pour des raisons politiques, et on a failli disparaître. À ce moment-là, d'ailleurs, c'est le ministère de l'économie et des finances français qui disait qu'est-ce que c'est que ce truc qui nous coûte de l'argent et on ne sait pas trop à quoi ça sert. Et donc, il y a une mobilisation de la communauté académique pour défendre cet outil de recherche. Et donc, l'UMIFRE existe à Bishkek maintenant depuis une dizaine d'années. Maintenant, brièvement, parce que je crois que j'ai déjà beaucoup parlé, je voudrais vous donner quelques exemples de domaines dans lesquels il y a des débats académiques, ce qui signale quand même des formes de liberté, des débats qui sont quand même beaucoup tenus au Kirghizstan et au Kazakhstan. Il y a 3 types de sujets. Le premier, c'est la question postcoloniale, ou disons une forme d'approche un peu décoloniale, où il faudrait se départir de l'héritage russo-soviétique, qui a duré quand même plus d'un siècle, car la période impériale, je veux dire tsariste plus l'expérience soviétique, et donc des débats notamment qui portent sur la question des identités nationales, primordiales ou construites, ce qui recoupe un clivage en fait dans la société entre conservateurs et progressistes. Et ça, on le voit très bien au Kirghizstan et au Kazakhstan. Il y a des débats notamment sur les réseaux sociaux entre les chercheuses et les chercheurs d'Asie centrale qui sont parfois très vifs. Et c'est vraiment intéressant à suivre. Donc, voilà, tout ça pour vous dire que ça existe. Alors,
Au Tadjikistan, au Turkménistan, à ma connaissance, ça existe beaucoup moins. Et en Ouzbékistan, je pense qu'il faut continuer à suivre. Il y a des débats, notamment sur la place des sciences sociales, parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, je voulais vous donner une chronologie, parce qu'il y a eu quelques épisodes quand même très marquants. Au Tadjikistan, en 2014, il y avait un doctorant qui travaillait, qui était inscrit au Canada, mais qui avait un passeport du Tadjikistan, qui a été arrêté parce qu'il faisait du terrain dans une zone assez compliquée. Et donc, ça a mis plus de 6 mois au terme d'une mobilisation massive d'un certain nombre d'associations savantes, etc., pour qu'il soit libéré. En 2016, en Ouzbékistan, juste avant la mort du président précédent, la science politique a été décrétée comme interdite, discipline non grata. Et aujourd'hui, je crois qu'elle a un statut quand même très flou, pour vous donner une idée. Et finalement, les politistes travaillent surtout dans des universités privées. Et puis, en 2019, il y a un spécialiste de la Chine au Kazakhstan qui travaillait beaucoup en lien avec des centres de réflexion et parfois proches du gouvernement, qui a été arrêté pour intelligence avec l'ennemi, pour des questions d'espionnage. Et il se trouve que l'actuel nouveau président du Kazakhstan a fait son doctorat sous la direction de ce monsieur. Et donc, voilà, j'avais oublié de dire ça, je suis désolé. Deuxième domaine dans lequel il y a beaucoup de débats, c'est la question des gender studies. Donc là aussi, on recoupe en fait le clivage entre conservateurs et progressistes dans la société et donc finalement entre les collègues. Il y a des groupes très dynamiques qui sont transnationaux, entre pays d'Asie centrale, entre différents continents, avec des Européens, des gens qui sont dans l'Asie-Pacifique, des gens qui sont en Amérique du Nord. Donc ça, c'est dynamique. Et enfin, dernier point, les questions environnementales, notamment l'extractivisme et la politique. Ça, ce sont aussi des sujets qui sont assez sensibles, mais pour lesquels on voit qu'il y a quand même des débats intéressants qui sont menés avec des marges de manœuvre. Donc, tout ça dans les pays que je connais le mieux, qui sont le Kazakhstan et le Kirghizistan. Et je pense qu'il y a des choses qui vont évoluer en Ouzbékistan. Et encore une fois, au Tadjikistan et au Turkménistan, ça me semble très difficile. Merci beaucoup. J'espère ne pas avoir dépassé le temps imparti. Merci Adrien. En même temps, tu as parlé de 5 pays et d'une zone assez immense, donc c'était bien le moins de te donner un petit peu plus de temps. Je trouvais très intéressant de nous parler de ces indices un peu intuitifs que tu utilises ou que tes collègues aussi utilisent certainement pour repérer le poids d'une certaine manière de l'ingérence politique dans les recherches et le degré d'autonomie. Parce qu'il est vrai que dans certains cas, on est dans des situations très intermédiaires, très illisibles. Il n'y a pas toujours de pression politique directe. Et puis, au fond, ce que tu voulais dire, c'est que les collègues ou les doctorants, ils jouent un peu avec les règles. Et ça, je trouve ça tout à fait intéressant. Ça me rappelle la Tunisie, justement, dans l'Ancien Régime, et Habib a un peu fait référence tout à l'heure à cela. Je suis sûr que Béatrice pourrait aussi en dire beaucoup sur ceci. Alors, merci encore. Prochain intervenant, c'est Anaïs Marin. Donc, je vous parlerai sous ma double casquette d'académique, de chercheur spécialiste du Bélarus et de l'Eurasie post-soviétique, et comme Jérôme l'a rappelé, de rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de l'homme au Bélarus, qui est un mandat d'expert indépendant que j'exerce depuis 3 ans et qui, il se trouve, limite en fait mes propres libertés académiques, puisque comme on n'est pas dans un contexte diplomatique où la priorité va au dialogue avec les autorités, même si elles ne reconnaissent pas mon mandat et refusent de coopérer avec lui. Lorsque je manque d'objectivité, d'impartialité ou de neutralité, ce sont les éléments indispensables qu'on doit respecter d'après le code de conduite, eh bien, je peux me faire accuser par le Bélarus ou les like-minded countries, les like-minded groups des amis du Bélarus à l'ONU qui eux aussi limitent les libertés fondamentales, de politisation ou de pratiquer les doubles standards. Donc, pour épargner au mandat ce genre de critiques, parfois je dois en effet m'auto-censurer.
ici, puisqu'on est entre nous, j'espère, je prendrai un peu plus de liberté. Je vous rappellerai un petit peu donc la situation des libertés fondamentales au Bélarus. J'ai cru comprendre que c'est une question qui a été abordée par un intervenant plus tôt, donc je ne vais peut-être pas trop m'attarder là-dessus. Et plutôt rebondir sur les recommandations, les réflexions très intéressantes qu'a partagées Monsieur Buller pour aussi faire des propositions qui pourraient avoir, disons, trouvé écho à l'international, enfin qui mériteraient d'être étudiées. Le Bélarus réunit en fait toutes les limitations possibles et imaginables. Et je pense que Adrien Fauve, dans son propre exposé, a mis le doigt sur des éléments qu'on retrouve finalement au Bélarus aussi. Les contraintes, elles existaient déjà préalablement à la crise dont vous avez eu connaissance, qui est à court donc depuis presque 1 an et demi maintenant, suite aux dernières élections présidentielles. Il y a des contraintes structurelles et systémiques que je voudrais rappeler ici, puisque la défense des libertés académiques, en fait, elle s'inscrit du point de vue du droit international elle est souvent envisagée sous l'angle du droit à la liberté d'opinion et de leur expression, donc qui est un droit fondamental garanti par le Pacte international des droits civils et politiques. Mais elle ne peut pas être restreinte, disons, la question des libertés académiques, elle touche aussi à tout un tas d'autres droits, y compris donc des droits sociaux, économiques et culturels. Et dans le cas du Bélarus, par exemple, quelques exemples, l'article 18 du Code de l'éducation prescrit que l'idéologie officielle doit être à la base de l'éducation des élèves et des étudiants, par exemple. Donc déjà, on a une contrainte fondamentale qui limite la liberté d'opinion et d'expression. Quand on parle d'atteinte à la liberté d'expression au Bélarus, on pense le plus souvent à la situation des médias. Comme vous le savez, beaucoup de blogueurs, de journalistes, de lanceurs d'alerte sont derrière les barreaux. Les journaux ont été fermés depuis plusieurs années. Mais on doit aussi envisager cette question sous l'angle de un autre droit fondamental qui est celui de la liberté d'association. Or, au Bélarus, par exemple, les syndicats, il n'y a pas de syndicat enseignants indépendants, il y a juste un syndicat officiel. Et la liberté d'association, c'est aussi le droit de ne pas adhérer à une association. Or, au Bélarus, sous la pression des autorités, les enseignants, par exemple, sont forcés, contraints de faire partie et de donner leur cotisation, de payer une cotisation aux syndicats enseignants au pouvoir, enfin officiel. Les associations étudiantes aussi, bien sûr, les associations indépendantes sont bannies, mais il existe en revanche une forme de komsomol qui fait qu'on enrôle quasiment de force les étudiants donc dans des associations pro-gouvernementales. Dans ce cadre-là, certains sont contraints aussi, par exemple, au travail forcé, ce qui est une forme moderne d'esclavagisme, lorsqu'on les oblige à participer à ce qui s'appelle dans l'espace post-soviétique les subotniki, les activités bénévoles collectives du samedi, où on va refaire la peinture de l'université ou tondre la pelouse ou ce genre de choses, donc gratuitement. Les étudiants qui s'y refusent, ou au Bélarus, c'est souvent en septembre aussi, c'est la récolte des patates. Les gens qui ont vécu en URSS se souviennent de ce moment juste avant la rentrée universitaire. En général, les étudiants sont contraints au travail forcé pour aller à la récolte. Autre forme de limitation des droits fondamentaux, c'est plutôt une violation du pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels. C'est le droit à l'accès à l'éducation dans sa langue maternelle. Et dans le cas du Bélarus, par exemple, c'est un pays qui a 2 langues officielles, le russe et le bélarusien. Or, sous l'impulsion de la politique de M. Loukachenko, donc
une politique pro-russe qui a dévalorisé la langue bélarusienne comme langue d'enseignement et langue de l'administration. Constamment, le potentiel d'étudier, que ce soit de la maternelle jusqu'à l'université en bélarusien, a été constamment réduit. Et les personnes qui s'expriment en bélarusien, que ce soit dans le domaine universitaire ou les journalistes, les intellectuels, sont plus systématiquement ciblés par les répressions. Et enfin, dernier droit fondamental qui est connexe aux libertés académiques, c'est le droit à la liberté de réunion pacifique, qui est lui aussi garanti par le droit international des droits de l'homme et qui a été particulièrement limité au Bélarus ces derniers mois. D'après les données dont je dispose, depuis mai 2020, c'est la répression en fait, a commencé déjà pendant la campagne électorale, depuis mai 2020, on a recensé à peu près 35 000 détentions arbitraires. À l'heure où je vous parle, il y a plus de 873 prisonniers politiques au Bélarus. À titre de comparaison, donc c'est en Russie, un pays qui fait de 140 millions d'habitants, le Bélarus c'est 9 millions. En Russie, il y a 416 prisonniers politiques. Dans le cadre de cette répression, les étudiants ont été quasiment en première ligne puisqu'ils ont pris part aux manifestations pacifiques contre la réélection frauduleuse de M. Loukachenko. Beaucoup ont été arrêtés, battus. On a des éléments qui nous permettent de penser que la torture a été pratiquée quasiment systématiquement contre les personnes détenues. Et il y a un an, enfin au moment du plus chaud des protestations en août, septembre, octobre, la plupart des personnes détenues étaient, disons, soumises à des peines administratives, donc des amendes et des peines de détention pouvant aller jusqu'à 15 jours, mais renouvelables évidemment pour les récidivistes, ou quand on a un nouvel article du code administratif, du code des infractions administratives était mis en avant, la personne en fait refaisait 15 jours de prison, et c'est souvent entre 2 séjours en détention administrative que les personnes inquiétées en ont profité pour fuir. Donc on a maintenant une situation extrêmement grave d'un point de vue humanitaire, hormis la crise des migrants qui fait l'actualité en ce moment, c'est le cas finalement des expulsions forcées, qui peut s'apparenter à un crime de déportation, en fait, à l'instar de ce qui s'est passé pour les Rohingyas au Myanmar, c'est-à-dire que du fait de la répression intense, massive et délibérée qui a été pratiquée au Bélarus, des centaines de milliers de gens sont en exil forcé dans les pays voisins en particulier. Et qu'est-ce que j'ai noté oui, voilà, depuis un an à peu près, ce qu'on a noté, c'est un recours beaucoup plus systématique aux poursuites pénales, en fait, contre les participants aux manifestations, mais plus généralement, en fait, contre tous ceux qui ont une connexion quelconque avec les manifestants, c'est-à-dire les défenseurs des droits de l'homme qui ont payé les amendes, par exemple, les avocats des personnes arbitrairement détenues perdent leur licence pour exercer. Enfin, il y a une répression très forte. Et grâce à une loi amendée sur la répression de l'extrémisme, maintenant cette loi elle est invoquée quasiment systématiquement pour limiter plus encore la liberté d'expression. Et donc là, de nouveau, c'est au pénal, ça peut conduire à de la détention pénale pouvant aller jusqu'à 12 ans de prison. Donc, en l'état actuel, on a une multiplication des cas de dissidents, en fait, toute personne qui ose critiquer le régime ou penser différemment peut potentiellement se retrouver derrière les barreaux pour une période aussi longue du fait de cette instrumentalisation, en fait, ce détournement de la loi contre l'extrémisme. Aujourd'hui, une jeune fille, c'est arrivé il n'y a pas très longtemps, une étudiante qui avait les cheveux teints aux couleurs du drapeau maintenant interdit, en fait, blanc, rouge, blanc, a été condamné à 2 ans de détention partielle, enfin, chimia, ça s'appelle, justement pour extrémisme.
Donc, je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de temps. Je suis désolée, j'étais un petit peu longue. Ce que je voulais ajouter, c'est que au niveau du droit international, comme je disais, il n'y a pas de convention internationale sur les libertés académiques, malheureusement. Mais malgré tout, il y a des bases, donc l'article 19, évidemment, donc, du pacte que j'ai rappelé tout à l'heure, mais aussi des recommandations de l'UNESCO. En fait, il y en a une en date du 11 novembre 1997 concernant la condition du personnel enseignant de l'enseignement supérieur. Et aussi au niveau de la société civile, il y a eu une déclaration dite de Lima sur les libertés académiques et l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur. Et je pense qu'au niveau de l'ONU, grâce, disons, enfin, au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU, où évidemment la question des libertés académiques peut être abordée en tant que l'un des objectifs du Sustainable Development Goals. Objectifs de développement durable de l'ONU, on pourrait penser à inscrire la défense des libertés académiques comme faisant partie de cet objectif pour améliorer la situation des droits de l'homme dans le monde. Et dans ce cas, évidemment, j'espère que les Bélarusses seront parmi les premiers à en profiter parce qu'aujourd'hui, en Europe en tout cas, ce sont les derniers à pouvoir jouir des droits minimaux fondamentaux dans ce domaine-là. Merci infiniment, Anaïs. Cet exposé était très complémentaire de ce qu'a présenté hier, Olga Golubko, qui est dans la salle, qui reprendra peut-être tout à l'heure dans la discussion sur ces points. Je vais maintenant donner la parole à Audrey Kiszewski, qui est spécialiste de l'histoire des Juifs polonais dans l'après-guerre, qui est historienne à l'Université de Strasbourg, et qui va certainement aussi donner quelques compléments à l'exposé de Piotr Forycki. Alors, juste en 2 mots, Piotr Forycki est revenu sur 2 moments de crise, en quelque sorte, d'atteinte aux libertés académiques des historiens polonais s'agissant de la Shoah, en évoquant d'une part les procès contre M. Grabowski et Mme Engelking. Donc, il a expliqué un petit peu en détail ce qui s'était passé, et puis il a aussi évoqué l'atteinte au colloque de Paris que tu avais co-organisé avec d'autres collègues, je crois, avec Anna Deviorka aussi, sur la nouvelle historiographie en Pologne sur cette période. Ce qui serait peut-être intéressant, justement, Audrey, c'est d'une part d'en savoir un peu plus sur la manière dont la société polonaise, pardon du terme de société polonaise en globalité comme ça, mais quels ont été les types de réactions en Pologne et aussi à l'étranger, et comment vous-même, en tant qu'historien, en fait, vous avez réagi en tant qu'historien, mais aussi pour soutenir vos collègues polonais. En effet, on pourrait se dire, voilà, s'il a évoqué les poursuites judiciaires envers nos collègues Jan Grabowski et Barbara Engelking, donc qui viennent en appel d'être relaxés, donc là en 2021, on pourrait se demander si le colloque que nous avions organisé en février 2019, donc 2 ans auparavant, précisément pour faire connaître le livre qui venait de sortir et pour lequel ils ont été assignés en justice, faire connaître la teneur de ce livre, qui n'est pas encore traduit en français ni en anglais, mais c'est en cours, le faire connaître au public français, et au-delà de ce livre, plus généralement les travaux de ce que nous avions surnommé par commodité, pour trouver un titre au colloque, cette nouvelle école historiographique de la Shoah, et un terme qui d'ailleurs a été repris en Pologne et régulièrement repris, donc repris non seulement par nos collègues qui étaient invités, qui ne font pas partie d'une école, mais apparemment le terme leur a convenu, aussi bien, donc ils se le sont appropriés, mais également tous les détracteurs, puisque ce colloque a eu, non seulement, ça a été rappelé, a été perturbé par un petit groupe de nationalistes extrémistes qui ont essayé de faire taire ce qui était en train de se dire, mais
on l'a dit également, il a été présenté dans les médias étatiques comme étant un tissu de mensonges anti-polonais et donc endossant les protestations de ces nationalistes et tentant de délégitimer toute notre colloque universitaire. Donc, ce que je disais, c'est que voilà, nous, on essayait justement de faire connaître ces travaux. Donc, non seulement on a dû faire face à ces perturbations en plein Paris, dans l'amphithéâtre de l'École des hautes études en sciences sociales, mais donc l'écho en Pologne a été important et du coup, c'est vrai qu'on pourrait se demander si ça n'a pas encore plus exposé nos collègues et attiré l'attention sur ces travaux, ce qui est bien en soi que ces travaux qui sont très importants par leur contenu. Hein. Je rappelle en 2 mots qu'ils démontrent très précisément dans le détail ce qui s'est passé dans les campagnes polonaises pendant la guerre et qui montrent les difficultés de la survie des Juifs au quotidien et les dénonciations, voire les meurtres dont ils furent l'objet par des civils polonais. Et donc, ce n'est plus seulement Jedwabne, comme ça avait été exposé 20 ans auparavant par Jan Gross, mais des cas qui peuvent se multiplier presque à l'infini, malheureusement, dans toute la Pologne occupée, telle qu'étudiée par ce collectif. Donc, travaux très importants, mais qui rajoutent une couche dans l'exposition de complicité, de responsabilité d'une partie de la société polonaise face aux crimes commis contre leurs voisins juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc un récit qui s'inscrit complètement à l'encontre de la politique historique en cours du gouvernement actuel et de ce récit héroïco-martyrologique dominant. Et donc, du coup, comme ça s'inscrit en faux, on essaye de le faire taire par tous les moyens, y compris, du coup, cette assignation en justice. Donc, c'est vrai que, voilà, on a... donc, je ne sais plus quelle était la question. Oui, sur l'écho, effectivement, ce colloque qui se tenait bien loin de Varsovie a eu un écho médiatique important. Ça certainement, ça a polarisé les choses. C'est vrai que ça a contribué peut-être à ce que les chercheurs polonais travaillant sur ces questions se sentent faire partie d'une école dont ils n'avaient pas forcément peut-être conscience, et ça a aussi malheureusement polarisé les attaques contre eux et ces actions en justice. Donc voilà ce qu'on peut dire. Alors après, ce que nous on essaye peut-être de faire, c'est d'essayer de les soutenir, comme on l'a fait en les invitant, comme plusieurs institutions rendues sensibles à ce qui se passe essaient de faciliter la diffusion de leurs travaux, leur traduction, notamment des invitations à des colloques, des aides aussi à la mobilité, puisque effectivement, ce groupe de chercheurs et les institutions dont ils font partie ont perdu, par exemple pour la revue qu'ils éditent, ont perdu toutes leurs subventions nationales. Donc, ils doivent chercher ailleurs des moyens pour continuer à pouvoir travailler comme ils le peuvent, quoi. Et donc c'est vrai que c'est un petit peu ce qu'on fait. Mais je terminerai quand même juste en rappelant que la loi de 2018 que Piotr Fereszki a expliqué, hein, celle qui criminalise toute énonciation publique de cette réalité d'une participation de Polonais aux crimes commis pendant la guerre contre les Juifs notamment, cette loi
ne vise pas que les Polonais. Potentiellement, tout chercheur qui mène des travaux peut être assigné en justice, quel que soit son lieu de résidence et d'exercice. Hein. Et Jan Grabowski travaille au Canada. Hein. Donc, bien évidemment, c'est sûr que sa situation il est certainement moins menacé puisqu'il peut, et j'espère qu'il est, il est soutenu par son université, mais voilà, il faut quand même rappeler cela et avec derrière tout ce que ça peut conduire. Et je rejoins cette question d'accès aux archives. Hein. Bon, on est encore en Pologne. Pour l'instant, peut-être pas concerné directement, mais voilà, il y a aussi toujours une vigilance et des changements qui peuvent être déjà perceptibles, et notamment pour les chercheurs étrangers qui viennent travailler sur ces questions en Pologne. Et merci d'avoir rappelé que énoncer n'est pas nécessairement dénoncer et combien ce que les Polonais appellent la politique historique, en fait, pèse sur le travail au quotidien des chercheurs, notamment sur les questions désormais controversées, comme cette question que tu as évoquée des pogroms perpétrés pendant la Seconde Guerre mondiale et du rôle de certains Polonais dans ces actes-là. Alors, bonjour. Et je suis Dilny Rehan. Je suis sociologue à INALCO et aussi présidente de l'Institut Ouïghour d'Europe. Et hier, j'ai intervenu sur la situation des chercheurs ouïghours qui sont, pour certains, qui sont dans les camps de concentration depuis 5 ans, et pour d'autres qui sont disparus ou morts déjà. Et que pour cette situation, j'ai exposé aussi la défaite à laquelle j'ai dû faire face depuis ces 2 dernières années dans les institutions françaises qui restent totalement silencieuses et qui même refusent d'être solidaires avec les collègues ouïghours. Je n'ai pas demandé de faire la guerre contre les académies, les institutions chinoises. J'ai simplement demandé de venir en aide, de ne pas condamner en tant qu'humaine d'abord, ensuite en tant que collègue, même si vous ne connaissez pas personnellement, on n'a pas besoin de connaître personnellement. Donc, en fait, je demande à tout un chacun qui sont parmi nous ici en ligne. Certains sont directeurs de recherche, directeurs des centres de recherche ou encore responsables dans des universités françaises. Je demande maintenant concrètement qu'est-ce que vous allez faire pour nos collègues ouïghours qui sont dans les camps. Certains sont déjà morts et que certains sont disparus, à laquelle, enfin, et que d'autres questions, une deuxième question aussi, que j'ai demandé à toutes les universités françaises et centres de recherche aussi, y compris, de publier une motion pour exprimer leur solidarité publiquement avec nos collègues ouïghours, mais aussi de condamner les camps de concentration et la politique génocidaire chinoise. Et également, j'ai demandé aussi à toutes les universités françaises d'accepter des étudiants ouïghours en difficulté qui sont dans la diaspora, parce que la région ouïghour, elle est totalement fermée, impossible de sortir ou venir en aide aux Ouïghours sur place. Donc, au moins, venir en aide aux Ouïghours, aux étudiants ouïghours, en Turquie notamment, et dans les pays de l'Asie centrale. Ma deuxième question, je m'adresse à Adrien Fauve, qui est directeur de IFIAC, et que parce que, enfin, les Ouïghours de l'Asie centrale russophones, qui sont concernés également, de ne pas en fait, ce que j'accuse aussi en fait, les recherchés en Asie centrale, en général en France, dans la francophonie, notamment en France, excluent toujours systématiquement la région ouïghour, alors que enfin, honnêtement, en tant que avec l'unité intellectuelle, lorsqu'on connaît la région et l'histoire de la région, et que l'Asie centrale orientale et occidentale, ou alors l'Asie centrale sinophone ou russophone, c'est une notion toute récente. Sinon, c'était selon les frontières qui sont définies par les Russes il n'y a pas longtemps. Donc, en fait, d'exclure nos collègues, nos recherches, des études ouïghours concernant la région ouïghour, systématiquement, c'est toujours, que ce soit dans les publications ou dans les colloques,
c'est vraiment désespérant. Et puis, enfin, je parle en particulier, Adrien, concernant en fait les Ouïghours, les académiques ouïghours, ce qui concerne nous, au Kazakhstan, Kirghizistan et Ouzbékistan. Il y a deux catégories de choses. D'une part, ce sont des Ouïghours, ce sont des Kazakhistanais, Kirghizistanais ou Ouzbeks, mais d'origine ouïghour, qui sont en fait, qui ne peuvent pas, en réalité, la liberté académique n'existe pas pour eux, parce que lorsqu'en fait ils travaillent sur la question ouïghour, parce que dans ces pays, le nationalisme exacerbant est tel que, je l'ai montré dans mes rapports de terrain, avec l'aide de l'IFIAC d'ailleurs, et que ils peuvent pas, en fait, pour eux, cette question-là, dans ces pays-là, cette question-là, la question ouïghour, ça reste tabou. Et d'autre part aussi, avec la pression chinoise, de nombreux étudiants ouïghours, kazakhs et kirghizes ont été forcés, renvoyés en Chine, disparus aujourd'hui, et que ces universités dans ces pays-là restent totalement complices et silencieux sur le sort de ces étudiants ouïghours, kazakhs et kirghizes. Et ils sont disparus aujourd'hui. Il y a un nombre de noms, en fait, liste de ces étudiants qui ont été publiés par Jin Bunin, un chercheur russo-américain qui a été expulsé d'abord de l'Ouzbékistan, ensuite du Kazakhstan, alors qu'en fait, il effectuait avec Atajurt, l'ONG kazakh basée au Kazakhstan, qui est dissous par les autorités kazakhs, et que Jin Bunin, il a été obligé de partir. Et au Kazakhstan, je signale, il y a 2000 rescapés kazakhs qui sont rendus silencieux par la situation. Mais ensuite, ce qui, je pense qu'il est absolument urgent et que comment on fait, il y a aussi très rare, un nombre très, très restreint des professeurs ouïghours dans les universités en Asie centrale russophone. Ils sont en danger parce que j'ai déjà rendu visite en 2018, j'étais dans ces 3 pays. Et ils sont en danger parce qu'ils ont déjà été avertis par les autorités universitaires. Je ne vais pas citer les noms ici. Et que le renouvellement de leur contrat est une question maintenant en fait qu'on ne sait pas, et qu'ils sont dans une situation absolument dangereuse parce qu'à tout moment ils peuvent être expulsés et de se retrouver enfin dans la main de la Chine. Donc il faut venir en aide à ces professeurs ouïghours de nationalité chinoise. Donc merci. Merci Dilnur. Merci beaucoup. Il est vrai que ça ne concerne pas que les académiques. Quand on a une connaissance très imparfaite de ce qui se joue aujourd'hui en Chine vis-à-vis des Ouïghours, on a comme ça l'impression intuitivement que les pays musulmans, à majorité musulmane, voisins de la Chine, sont des lieux d'accueil des Ouïghours, et en fait c'est tout à fait le contraire. Donc ça concerne donc aussi les étudiants et les chercheurs. Donc merci de l'avoir dit. Alors il serait intéressant justement d'avoir le point de vue de Pierre Buller, qui a fait des propositions tout à l'heure sur la Chine, pour savoir ce qu'il pense lui justement de ces propositions, et si elles sont selon lui suffisamment adaptées en fait au caractère dramatique de la situation. Peut-être que, voilà, si vous voulez. Oui, alors, encore une fois, oui. Je parle toujours en mon nom propre et oui. pas au nom du ministère, mais non, il y a une. Je dirais que moi, j'étais très frappé par ce que vous disiez, Jérôme, sur la liberté académique comme un bien public. C'est un bien public global, je dirais, qui doit être défendu par au moins les démocraties libérales, et il est, je dirais, presque naturel que, au fond, les États démocratiques prennent position en faveur de ces libertés académiques, là où elles sont foulées aux pieds
au titre d'ailleurs des démarches qu'elles font dans la défense des droits de l'homme. Ce qui me paraît également important, c'est que la communauté académique se mobilise pour s'élever, enfin en tout cas faire connaître et dénoncer, là on peut utiliser ce terme, hein, ces atteintes aux personnes d'ailleurs, hein, qui sont les porteuses de ces libertés académiques. Bon, là, elles le font sous certaines formes. Hein. Je trouve que le programme PAUSE est extrêmement pertinent et vraiment, je voudrais lui rendre hommage, mais je crois que moi, je suis persuadé qu'il faut se battre pour l'intégrité de la recherche, de la science, des savoirs et donc des libertés académiques dans le monde où qu'elles soient. Mais bon, c'est une position personnelle. Alors, je sais aussi qu'il y a toujours une prudence diplomatique observée par les différents États. Ça, je ne peux pas je suis pas en position de dire ah ben, il faut que que le ministère des Affaires étrangères de tel ou tel pays ou de la France s'exprime et prenne une position de façon très ferme. Bon, je crois que là, chaque État et chaque ministère prend ses positions en balançant avec d'autres considérations, mais je reste persuadé, pour ma part, que l'intégrité de la recherche, des libertés académiques et des gens, et l'intégrité physique des gens qui les portent, ces libertés, doit être défendue toujours et partout. Merci. Frédéric. Il n'y a pas quelqu'un d'autre? Non, rien. Il n'y a rien qui devait quand même réagir sur le... Oui, peut-être. Initialement, je pensais que vous alliez reprendre plutôt la parole après, mais... je ne sais pas, parce que là, c'était un peu... Ok, Adrien, alors. Un peu sur un côté. D'accord. Adrien, s'il te plaît. Ok. Donc, merci beaucoup. Je suis ravi, bien sûr, de voir Dilnour à l'écran et je la salue très chaleureusement. Je trouve que son engagement est fondamental. Elle fait un travail très important et on a l'occasion de suivre beaucoup de ses initiatives grâce aux médias. Il faut avouer que les gouvernements d'Asie centrale ils jouent un jeu extrêmement trouble. Voilà, moi, je suis actuellement en résidence dans un pays qui dépend très fortement sur le plan économique du voisin chinois. 35% de la dette extérieure de mon pays de résidence est détenue par la République populaire de Chine, pour vous donner un exemple. L'IFAC intègre bien sûr les études ouïghours dans son spectre scientifique, bien sûr dans la limite de la faisabilité des enquêtes de terrain, puisque en tant que UMIFRE, nous on met beaucoup l'accent là-dessus. Et d'ailleurs, comme tu l'as rappelé, Dilnour, tu as été titulaire d'une bourse de mobilité il y a quelques années, octroyée par l'IFEAC pour des études de terrain. Je pense que malgré la situation terrible que tu décris, de ce que vivent les chercheuses et les chercheurs ouïghours, à la fois en Chine et en Asie centrale, il y a peut-être une petite lueur d'espoir qui est que l'actuel président de la Société européenne d'études sur l'Asie centrale, ESCAS, European Society for Central Asian Studies, c'est Abled Kamalov, qui est vraiment un grand spécialiste d'études ouïghours, qui est aujourd'hui en poste au Kazakhstan. Et si les circonstances épidémiques le permettent, il devrait y avoir un congrès qui se tient normalement tous les 5 ans de cette société qui va être accueillie dans son université. Donc là, ça sera un signal intéressant de voir la place qu'il, lui, va chercher à donner aux études ouïghours. Voilà. Par ailleurs, j'ajouterai que l'IFEAC, au courant de l'année 2021, a accueilli une équipe qui est notamment animée par Vanessa Frankville et Mukadas Midjit de l'Université libre de Bruxelles, qui travaillent sur la production culturelle des Ouïghours en exil. Donc, voilà le type de projet qui est soutenu par l'IFEAC en ce moment. Donc, encore une fois, j'entends tout à fait les remarques de Dilnour et voilà, j'espère avoir répondu dans la limite des circonstances dans lesquelles je travaille aujourd'hui. Merci Adrien. Frédéric et puis ensuite Jacob.
Oui, je me permets juste une intervention, j'espère pas trop longue. Hein, un implicite quand même de nos échanges, c'est que nous avons quand même surtout parlé des sciences sociales et des sciences humaines, hein, par la force des choses. Mais effectivement, ce prisme a quand même un certain inconvénient, c'est qu'il ne faudrait pas oublier que parmi les collègues qu'il faut convaincre en priorité de la défense de l'autonomie du champ scientifique et du champ universitaire, pour ne pas parler du terme simplement liberté académique, il y a quand même une partie importante de scientifiques, d'universitaires en médecine, en droit aussi d'ailleurs, mais en médecine, dans le domaine de la biologie, dans le domaine de la chimie, dans le domaine des sciences appliquées de manière générale, qui, eux, effectivement, sont très sceptiques contre des prises de position, disons, qui viendraient contrecarrer ou contester leur lien avec les milieux économiques. Moi, j'ai été militant d'un mouvement qui s'appelait Sauvons la recherche en 2005, très actif, Pascal aussi d'ailleurs, Pascal Laborier qui est là. C'est vrai que c'était un des intérêts de cette mobilisation, c'est qu'il y avait à la fois des biologistes, des physiciens, des mathématiciens, des chercheurs en sciences humaines. Et là, on a pu quand même mesurer clairement sur des prises de position qu'il y avait des vraies différences philosophiques et culturelles. Et alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que d'un côté, l'actualité, notamment autour des polémiques autour du Covid et de ce qu'elle révèle des manipulations qui ont été faites dans plusieurs pays du monde, à commencer par la France, autour du professeur Raoult à Marseille, mais aussi dans d'autres pays sur la manière dont effectivement les chercheurs aujourd'hui ne respectent pas un certain nombre de protocoles parce qu'ils sont en situation de concurrence et de pression très forte de laboratoires pharmaceutiques, montre qu'il y a une fenêtre d'opportunité aujourd'hui particulièrement forte qui permettrait d'établir un front commun avec une partie importante de ces chercheurs qui voient aujourd'hui les limites effectivement de cette dépendance. On parlait de la compétition publiée à tout prix, mais aussi produire des recherches très vite pour être le premier à déposer tel ou tel brevet. Je pense que ça, c'est un point essentiel si on veut réussir à agir de concert et à faire front commun par rapport au pouvoir public, dans les organisations internationales, etc. Parce que souvent, une partie, en tout cas, de ces chercheurs considèrent que les chercheurs en sciences humaines et sociales, au fond, ils font de la politique ou ils ne sont pas assez, on pourrait dire, dans une logique purement scientifique. Hein. Ils ne voient pas les spécificités finalement des objets sur lesquels on travaille. Donc, il faut qu'on fasse évidemment ce boulot. Donc, j'espère qu'il y aura à l'avenir une table ronde ou un colloque élargi, à la fois, on pourrait dire internationalement, mais aussi avec des représentants de ces secteurs-là. Parce qu'il y a comme ça, à mon avis, c'est un des éléments que je pourrais livrer avec des réflexions, comme ça qu'on pourra vraiment consolider le front nécessaire à la protection de ces libertés académiques et de recherche. Voilà, juste une remarque que j'avais envie de faire quand même. Michael Combe, qui représentait l'association La Science est vivante tchèque, il est chiiste, il me semble. Un physicien, je pense que physicien, je l'avais dit. En tout cas, oui, tout à fait. C'est pas au moins. Oui, tout à fait. Nous avions un collègue. Oui, tout à fait. Jacob. Oui, merci Jérôme de me donner la parole là vers la fin de ces colloques. Et je dois dire que je trouve ça vraiment formidable ce qu'on a pu entendre et discuter ces 2 derniers jours et qui vont tout à fait dans le sens qu'on avait voulu avec notre tribune il y a 2 ans, quand on a lancé ça sur le rôle des libertés académiques dans les UMIF, et que dans cette discussion finale, il y a 2 collègues aussi d'autres UMIF et qu'on considère ça comme un élément important de notre réflexion aussi, de nos activités, me semble particulièrement intéressant et important. Parce que pour moi, cette discussion et les interventions ils ont montré à la fois la fragilité
du statut du chercheur dans nos sociétés, plus ou moins grands, sans doute. Et quand Frédéric a parlé des problèmes des riches, il y en a sans doute aussi, mais cette fragilité, elle est là et elle peut être menaçante quand on regarde certaines agressions faites contre des historiens et d'autres en France actuellement. On voit aussi à quel point donc, le statut peut être fragile, même si il est sans doute, et il ne faut pas exagérer non plus les choses, très différentes qu'on a entendues dans les prises de position impressionnantes de Dilno et d'Olga déjà hier, mais aussi aujourd'hui, donc dans d'autres prises de position sur la Biélorussie, sur l'Asie centrale ou d'autres régions dans le monde où nos collègues sont beaucoup plus menacés dans leur activités que nous le sommes dans nos espaces ici. Mais il y avait aussi, je crois, et c'est ça très intéressant pour moi, ce qui a été montré aussi, et ça correspond bien à cette question pour la discussion finale, quoi faire, qu'il y a aussi une hétérogénéité, pas simplement de situation dans le monde, mais aussi une hétérogénéité des engagements et des possibilités multiples. On a entendu des exemples sur les différentes mobilisations et aussi des initiatives du comité pour soutien de Fariba Tekar jusqu'aux autres activités que Pascal a expliqué pour le programme PAUSE et plus largement pour le Scholars at Risk. Et je crois qu'il faut reconnaître aussi cette nécessité d'agir pas simplement sur un terrain, mais sur plusieurs, et plusieurs terrains qui se multiplient encore plus que dans les différents contextes dans lesquels nous travaillons. Ces possibilités et des mobilisations sont aussi différentes. Mais ce que je trouve, et ce qui pour moi, et je reviens donc à notre initiative initiale, est particulièrement important, et je l'ai vu à travers ces colloques aussi. Et encore une fois, Jérôme, je te remercie d'avoir organisé ces beaux colloques ici. Ce que est plus particulièrement important pour moi, que ça nous montre et nous renvoie aussi sur des questions fondamentales de notre situation en tant que chercheur, sur nos conditions matérielles et institutionnelles, d'un côté, qui sont différentes suivant notre situation ou notre place dans cet vaste espace global du monde académique, Adrien Delmas l'a rappelé tout à l'heure, qui a des asymétries importantes et d'accès et des possibilités à la recherche qui sont très importantes et surtout très différentes quand on est chercheur, par exemple en Afrique subsaharienne. C'est pas pareil partout. C'est pas la même chose. Il y a la dominance encore du monde académique anglo-saxon, sur lequel on a très peu parlé ici, bizarrement. Mais c'est aussi un des éléments de ce monde institutionnel dans lequel nous exerçons notre métier, et réfléchir là-dessus, je crois que c'est très, très important, parce que en même temps, et je pense que dit Pascal aussi, que ça nous remet en question aussi dans nos perceptions de nous-mêmes, et aussi de travailler justement avec les chercheurs en danger, avec les gens en difficulté. Ça nous renvoie à nous oublier aussi, sur lesquels on a trop souvent la tendance
à peut-être pas penser, donc à nos cadres de pensée. Et là, on retrouve quelque chose que je crois que est essentiel pour tous les chercheurs, de cette auto-réflexion aussi sur les conditions de notre savoir, y compris donc à nos cadres de pensée, nos perceptions de cette recherche que nous faisons et discuter là-dessus, nous entendre là-dessus les uns des autres. Et ça, c'est vraiment propre à la recherche et très important aussi pour cette auto-réflexion dont on a besoin en tant que chercheur. Donc, grand merci, Jérôme, de mon côté, mais je crois je peux exprimer ça aussi pour tous les autres qui sont ici et qui ont peut-être encore des choses à ajouter que j'ai oubliées. Merci beaucoup, Jacob. Moi, il me semble, à cette fin de journée, c'est toujours difficile de conclure en se demandant ce qu'on peut faire pour la suite et d'aller plus loin que ce qu'on sait faire. Il me semble que ces 2 derniers jours, on a aussi fait le constat de certaines de nos limites. Béatrice a parlé de la mobilisation pour Fariba. Il faut bien dire qu'il faut saluer le rôle de Béatrice, notamment, et de plein d'autres collègues, et du comité auquel je participe aussi, mais on est très vite entre nous, c'est-à-dire qu'on finit par se retrouver entre nous, même s'il y a ce beau wagon au travers de l'Europe, la mobilisation est toujours épuisante. Dilnour a rappelé hier la difficulté à mobiliser autour de la cause ouïghour en France. Son message n'a pas été transmis au président de l'université, on peut s'interroger pourquoi et comment. Et ensuite, moi je me suis souvent des réunions sur la Syrie ou sur la Turquie, on est assez peu de collègues non turcs ou non syriens dans la salle pour parler de la liberté, la défense des libertés académiques ou de leurs limites. Donc, ici, puisque justement on est politiste, et puis Frédéric rappelait l'existence de Sauvons la recherche, qui était une forme effectivement d'association, de mouvement réunissant plusieurs disciplines au niveau national, donc c'est créer une cause et un lobbying. Et ce qu'on ne fait pas tellement en France, contrairement aux pays justement anglo-saxons, c'est le plaidoyer. Le plaidoyer, c'est-à-dire à la fois construire une trame, discuter, négocier, échanger entre différents points de vue et partenaires. Par exemple, sur le cas de la Turquie, est-ce qu'on maintient ou non des échanges, c'était le cas sur Erasmus, idem sur les Ouïghours, etc. Donc, un lieu de plaidoyer, on formalise en fait des réponses, une cause, etc. À partir de ça, il faut que ce plaidoyer soit porté aussi par des institutions ou des organisations, on pourrait dire académiques, c'est-à-dire soit des académies des sciences, pour qu'elles aient une certaine portée, parce que si on se réunit entre nous, il y aura très peu de portée sur notre voix. Et par ailleurs, dans ce cadre de l'Observatoire des libertés académiques, il me semble que le réseau des UMIFRE est très important parce qu'il y a aussi une expérience du terrain dans certains sites. Ainsi, pour alimenter la réflexion sur l'Europe de l'Est, le Bélarus, d'autres situations dont les collègues ont parlé, que ce soit en Turquie ou en Tunisie, ou bien ce qu'Adrien a raconté tout à l'heure, ou bien Audrey à d'autres moments. Donc, je pense que si on sortait de cette réunion en voulant faire quelque chose, c'est ça qu'il faudrait faire, c'est-à-dire essayer de faire le design de ce que serait quelque chose qui ne soit pas sectorisé sur une seule cause, parce qu'on se retrouve entre nous ou à quelques-uns proches pour des raisons personnelles ou professionnelles, mais généraliser cette cause si on veut qu'on puisse aller plus loin et aussi définir des moyens d'action, parce que on peut toujours demander à un président d'université de dénoncer tel et tel crime, telle et telle liberté d'expression. Mais d'abord, s'il n'y a pas d'universitaire dans son université spécialiste de cette zone ou de cette langue, il ne se passera rien, ça serait une lettre, juste une déclaration d'intention. Or, ce qu'on veut, ce n'est pas une déclaration d'intention, c'est plutôt un programme d'action et des avancées. En tout cas, le fait de pouvoir créer un tel réseau permettrait au moins de formaliser ou d'échanger sur des arguments, parce que sinon, comme l'a dit tout à fait Jacob, puis Jérôme auparavant, on peut s'épuiser dans différentes causes. On sait très bien comment l'engagement humanitaire, de près ou de loin, fait que finalement, on va se concentrer sur une seule cause ou quelques-unes, ou plus voir les autres. Voilà, c'est un petit peu
l'engagement que j'aimerais bien qu'on puisse créer quelque chose à partir de ça, à partir à la fois d'un observatoire se basant sur les compétences des UMIF, même s'il existe déjà des petits observatoires locaux, mais qui soient portés à un niveau du type Académie des sciences. Et sans doute, POSE fait déjà des actions de plaidoyer par rapport à ces exilés. Il faudrait voir aussi avec eux à quel niveau monter ce type de structure. Je ne sais pas ce que Pierre Buller en pense, mais il a sans doute aussi un point de vue sur cette question. Est-ce que ça peut être le point 8 de votre… Non, mais je pense qu'il y a… Merci. Non, je pense qu'il y a un rôle pour la communauté académique, et il y a un rôle pour l'État. Et bon, la communauté académique s'est mobilisée maintes fois et sous différentes formes, mais je pense qu'il faut éviter de rester dans des démarches trop incantatoires parce qu'elles ne sont pas efficaces. Ce qui me paraît important, enfin, en tout cas la cause que je plaide à mon modeste niveau, c'est que l'État et les États et les États membres de l'Union européenne s'impliquent pleinement dans ce qui apparaît comme un pilier, au fond, de nos principes et de nos valeurs, la défense, l'intégrité de la recherche et des libertés académiques. Donc, il est important, évidemment, que ça se passe dans un dialogue avec la communauté académique, mais il ne faut pas que l'État, que les États se disent, bon, au fond, la communauté académique, c'est un peu leur mission de défendre les libertés, et puis nous, on a d'autres priorités. Je crois qu'il y a un vrai rôle parce que c'est un bien public, comme vous le disiez justement. Donc, il faut… Vous m'entendez là ou non? On vous entend. Oui, non, mais je ne vais pas monopoliser la parole, mais puisque Pascal Aborier m'avait interpellé, je crois qu'il y a il faut qu'il y ait cette appropriation de cette cause, pas au niveau de l'État, au niveau des institutions de l'État, le gouvernement, le Parlement, bon, le Sénat s'en est emparé, c'est bien, la Commission, le Parlement européen aussi s'en est emparé. Je crois qu'il y a un gros travail à faire, mais il y a une vraie responsabilité des États dans la défense de cette cause. On sait aussi tout de même que les États, justement, se mobilisent lorsqu'ils sont mobilisés par des groupes mobilisés. C'est-à-dire que très souvent, l'État répond à des demandes qui s'expriment depuis le corps social à travers les instances représentatives, les mobilisations diverses et variées. Donc, il y a quand même une articulation très étroite. Il est rare que l'État en fait se mobilise de lui-même pour, par exemple, défendre les libertés académiques. Si ça ne vient pas d'en bas, il y a quand même très peu de chances qu'ils y pensent, ce qui est d'ailleurs assez compréhensible pour plein de raisons. Mais justement, ce que Pascal Aborier, c'est de saisir de ces UMIFRE comme des outils qui sont un petit peu au point de rencontre entre l'action publique et le monde académique, pour précisément porter ces enjeux. Ben oui, c'est ce que vous faites d'ailleurs dans ce colloque. Non, mais ça mérite d'être salué, alors que ça soit les UMIFRE qui sont un peu sur le front de taille dans le monde, où au fond ces libertés sont compromises ou attaquées, mais c'est aussi dans la communauté universitaire académique nationale, enfin, que cette démarche, y compris au plus haut niveau. Enfin, est-ce que la conférence des présidents d'université s'est saisie de cette… Je ne sais pas quel est le degré de priorité qui s'attache à cette question dans les très nombreux dossiers que la conférence des présidents d'université traite avec le ministère. Il faut que la communauté académique doit se mobiliser et comme disait Pascal, il y a je crois que c'était, oui, on ne fait pas assez de plaidoyer en France. Et bien voilà une occasion de faire du plaidoyer pour une cause qui le mérite vraiment. Merci. Anaïs, tu as demandé la parole il y a fort longtemps déjà.
Mais c'est exactement sur ce thème-là. Je voudrais juste ajouter, en fait, sur la base de mon expérience, dans le cadre du mandat et avec la situation au Bélarus, où on a essayé d'aider des universitaires individuels à s'extirper du Bélarus avant d'être emprisonnés. Et où donc moi, petit à petit, j'ai découvert l'existence du programme PAUSE, etc. Et d'ailleurs, je remercie Adrien qui, à l'époque, m'avait fait connaître ce programme. Et ce que j'ai remarqué dans mes discussions avec les diplomates français, c'est qu'en réalité, eux n'ont pas forcément connaissance de l'existence de ce programme. Et je pense qu'il y a un chaînon manquant pour mettre en contact l'offre et la demande, en fait, c'est le rôle des ambassades. Et peut-être que dans les pays où, par exemple, on a en théorie une ambassade de France à Minsk, il se trouve que l'ambassadeur a été expulsé, puisqu'il a refusé de remettre ses lettres de créance à M. Loukachenko en personne. Donc de facto, on n'a plus d'ambassadeur. Si peut-être à Minsk, il y avait des personnes qui connaissaient le programme PAUSE, puisqu'on a aussi un centre franco-bélarus en sciences sociales, et je crois que c'est pas cet intermédiaire-là qu'un universitaire d'une université de province a réussi à bénéficier d'une aide pour lui et sa famille afin de se relocaliser en France l'année dernière. Mais c'est le seul. Sur toute l'année 2020, l'année universitaire 2020-2021, à ma connaissance, il y a un seul universitaire qui a bénéficié, biélorusse, qui a bénéficié du programme PAUSE. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup d'autres auraient pu en profiter, surtout que j'ai compris qu'il n'y avait pas de limite, que ce n'était pas limité aux personnes qui parlaient le français. Et là où vraiment il y a un problème de communication et là où la communauté universitaire pourrait faire plus, c'est faire pression sur les ambassades, y compris, par exemple, les ambassades des pays voisins, où de facto, dans le cas du Bélarus, beaucoup de Bélarusses se sont réfugiés en Pologne, en Lituanie, et là où peut-être, donc si vous avez des collègues, bon, moi je suis à Varsovie, mais c'est des collègues à Vilnius, il faut qu'ils fassent le travail qui ne se fait pas de communication entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère des Affaires étrangères pour que le lien se fasse, parce que de toute façon, ces personnes ne pourront pas quitter le pays de facto sans l'aide de l'ambassade si elles ont besoin d'un visa, par exemple. Donc là, il y a un chaînon manquant. Moi, j'ai soulevé la question au niveau du ministère, mais voilà, il y a quelque chose à faire et je pense dans les cas particuliers, dans des régions du monde, surtout quand il y a une crise et où il y a une urgence, c'est là où nous, on peut jouer un rôle de mettre en contact les gens, en fait. Justement, c'était très rapidement, donc Dilnur et Adrien, mais vraiment très court, s'il vous plaît. Oui, juste j'en profite pour te remercier, Jérôme, pour m'avoir donné cette occasion de m'exprimer avec des personnes qui sont très diverses, que je ne rencontre pas facilement dans mon domaine. J'en ai profité, c'est pour ça ma première question qui n'était pas adressée uniquement à Pierre, qui a répondu avec un langage politique. Donc, j'aimerais la reposer à chaque directeur de centre avec un exemple. Par exemple, effectivement, en fait, Pascal Laborier a très bien dit, effectivement, c'est plutôt enfin une habitude anglo-saxonne de militer pour ces cas-là. En tout cas, en ce qui concerne, en fait, il y a aussi Asian Studies Association en Angleterre, en Grande-Bretagne, et l'Université libre de Bruxelles qui ont publiquement exprimé en publiant un communiqué officiel en condamnant les pratiques chinoises. La CPU en France, la CPU a publié un communiqué en 2019 pour le cas de Tashpola Type que j'ai parlé hier, et que maintenant, ce que je demande à chaque directeur de centre de recherche, est-ce que vous êtes d'accord à publier communément un communiqué pour condamner la Chine et exprimer votre solidarité avec nos collègues ouïghours? Ma première demande. Ensuite, deuxième demande aussi, que j'aimerais que vous puissiez m'aider à appuyer ma demande auprès des présidents des universités françaises à accueillir des étudiants ouïghours de la Turquie, parce que la Turquie et les Ouïghours ne sont pas libres non plus, notamment les Ouïghours qui n'ont pas la nationalité et qui sont dans une situation absolument précaire. Et finalement, en fait, pour le programme PAUSE,
on peut faire bénéficier à des chercheurs ouïghours qui sont à la fois en Asie centrale, russophones, mais aussi en Turquie. Ok. Qui a demandé la parole? Adrien. Pardon, hein, perdu. Adrien, oui, pardon. Oui, merci. Merci Jérôme. Alors, bien sûr, je te laisserai répondre aux questions qui sont posées parce que tu es tout autant directeur du MIFRE que je le suis et plus concerné par ces questions. Mais je voulais juste noter une chose. D'abord, toute la difficulté qui est effectivement de s'adresser à un État et à l'État français en particulier. On le sait, nous qui avons 2 ministères de tutelle différents. Et je rappelle très brièvement, peut-être qu'il en a été question ces 2 derniers jours, mais effectivement, cette séquence pour le moins ironique de l'année dernière, où on avait l'impression effectivement que le MAE, le ministère des étrangères, d'un côté, s'emparait de ces questions, alors certainement à des vues très intéressées, un peu comme un étendard, etc. Mais bien sûr que c'est notre interlocuteur préférentiel là-dessus, et bien sûr qu'on a des réponses de leur part. Le témoignage de Béatrice aussi, là à l'instant, rappelle que effectivement, c'est quelque chose pour lequel ils sont sensibles, mais alors que le MAE nous demandait de faire un diagnostic un peu au niveau mondial. On était bien placé pour le faire. On est 27 dans le monde. Et puis ça nous concerne directement. Bon, dans le même temps, la ministre de l'Enseignement supérieur lançait son enquête pour le surréaliste sur l'islamo-gauchisme dans les universités françaises, début d'une chasse aux sorcières un peu particulière, où en fait, depuis l'étranger, en l'occurrence le Maghreb, tout ça n'est pas passé du tout inaperçu. Les collègues étaient pour le moins consternés, que ce soit les collègues en France ou justement les collègues ici au Maroc, qui n'en revenaient pas qu'un pays comme la France, et oui, parce que c'est comme ça qu'on le dit, qui quelque part incarnait ces questions des libertés académiques, qui voulait en faire l'étendard via le ministère des Affaires étrangères, puisse tenir de telles accusations, lancer de telles enquêtes dans le même temps, d'où effectivement une réflexion qu'on avait eue avec Jérôme en aparté, que nos UMIFRE étaient également aussi un observatoire, non pas des pays dans lesquels on était hébergés, mais aussi de la France vue depuis l'étranger et vue depuis les 4 coins du monde, à des fins très pragmatiques là aussi. Effectivement, regarder la France de loin, c'est bien. Mais pour retomber sur les pieds, c'était vraiment cette question, que faire demain? Effectivement, quand même, le ministère des Affaires étrangères, sans pouvoir toujours démêler exactement quelle est derrière leur utilité à s'emparer de la question, mais bien sûr que c'est notre porte-voix et c'est notre tutelle dans les UMIFRE, mais pour lier la question académique à une dimension plus politique et étatique et surtout internationale, j'ai envie de dire, effectivement, le MAE, et les mobiliser comme vous l'avez fait à Prague et ailleurs, est certainement le meilleur ministère pour ça. Moi, à mon titre personnel, en titre de directeur du CEFRES, je ne vois absolument aucun problème à ce que le CEFRES soutienne les collègues académiques qui sont brimés, oppressés dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle région du monde. Donc, il n'y a absolument aucun problème avec ça, bien entendu. Ce qui serait de bonne politique, c'est d'avoir une discussion collective entre nous. Il y a quand même plusieurs UMIFRE, plusieurs directeurs du MIFRE et directrices du MIFRE qui sont, je pense, soit déjà sensibilisés à cette question, soit qui peuvent le devenir. Après, évidemment, nous sommes aussi sous la tutelle d'un ministère qui, par ailleurs, a donc une série de positionnements vis-à-vis de la Chine. Et nous ne sommes pas, à titre personnel, propriétaires de nos institutions. Donc, tout cela se discute, mais je vois, à mon sens, absolument aucun problème à faire ce genre
à prendre ce genre de position que l'on a prise, nous, au CEFRES, en tout cas, et on les prend régulièrement, qu'il s'agisse récemment de la Hongrie ou d'autres, comme de la Biélorussie. Donc, il n'y a pas de limite, en quelque sorte, ni géographique, ni politique, de ce point de vue-là. Voilà. Je pense qu'on peut terminer, sauf si, je ne crois pas, n'est-ce pas, parce qu'il est quand même tard, il est notamment tard à Bichkek, le pauvre Adrien a dû déjà partir, il est encore là, parce que je crois qu'il est 23h et quelques, 23h51. Donc avant que... avant que l'on passe au samedi là-bas, merci vraiment beaucoup à toutes et tous, à vous en ligne, où vous soyez, et puis à tous ceux qui ont été présents aujourd'hui à Prague et hier, et en particulier à ceux qui sont venus pour partager ce moment ici avec nous, sans savoir que ce soir, l'état d'urgence allait à nouveau être déclaré en République tchèque et que le restaurant dans lequel on va se précipiter tout à l'heure fermera à 22h. Mais c'est la vie. On est obligé de s'adapter à ces contraintes. Donc, merci vraiment à toutes et tous. Alors, je voudrais, avant quand même de laisser la parole, non pas laisser la parole, mais de terminer, faire des remerciements